Bienvenue dans le Pot de Yaourt, le premier podcast qui s'intéresse à toutes celles et ceux qui font le Havre, à toutes celles et ceux qui sont le Havre. Le plus souvent possible, je vais recevoir à ce micro des artistes, des sportifs, des entrepreneurs, des créateurs de contenu, des cuisiniers, des écrivains, bref, tous ceux qui font briller notre chère et tendre ville et qui nous rendent chaque jour un peu plus fiers d'être havrais. On parlera de leurs histoires et on verra en quoi le Havre a une place centrale et si particulière dans leur projet. Saison 3, épisode 2. Pour Paris, Le Havre est devenu hype. C'est une ville où on voyage, Le Havre c'est un bout du monde. Je viens du Havre, moi, je viens de Cocrioville. Faire entendre à tout le monde que Le Havre était une belle et grande ville. Little Bob, c'est The King. Un havre de grâce. Je vais ramener la cage au Havre. Au Havre, les gens sont tous gentils. Ici, c'est Le Havre, en Normandie. Bonjour à tous et bienvenue dans le Pot de Yaourt. Pour ce nouvel épisode, je vous emmène du côté des anciens abattoirs au pied des cheminées de la centrale thermique parce que c'est ce lieu que mon invité a choisi pour fabriquer son élixir, ses élixirs Made in Le Havre. Fabriquer de l'alcool, il connaît et il sait faire. On parle même d'un héritage familial. Aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir Manuel Bouvier, créateur de la distillerie de la Seine. Bonjour Manuel. Bonjour. Merci de m'accueillir ici chez toi, donc à la distillerie de la Seine. Tu as pu me faire visiter un petit peu les lieux, c'est incroyable. On va en parler là pendant 3 quarts d'heure. Manuel, première question assez simple. Alors comme ça, on aime l'alcool? Oui, et puis on aime l'alcool de père en fils, puisqu'on distille dans la famille depuis quelques années. Qu'est-ce qui te passionne? Qu'est-ce qui t'intéresse justement dans la création de ces boissons? C'est la possibilité de mettre en avant des terroirs et des régions. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé la distillerie de la Seine. Et pouvoir faire ressortir des goûts, des plantes, des bois, des choses comme ça, pour mettre en avant les terroirs, comme je disais. C'est quelque chose qui t'a toujours intéressé? Pas toujours. Pas toujours. Après, ça m'a toujours intéressé de mettre en avant les régions qui me sont chères. Et l'alcool le permet. Je parlais en intro d'un héritage familial. Il me semble que ton père faisait de l'alcool. Il en fait toujours. Il en fait toujours. Et son père aussi. Oui. Voilà. Oui, on est remonté aux années 1900 où on fait la date d'installation de l'alambic communal, parce que c'est un alambic qui est présent dans un village et que les différentes personnes utilisent pour faire leur alcool. Donc plus d'un siècle, oui, finalement, que les Bouviers font de l'alcool. Raconte-nous un petit peu cette histoire familiale et ce lien que toi, tu as avec tout ça. Alors, le lien, il est familial, mais l'histoire, c'est assez simple. On a des vergers sur la ferme familiale où on fait de l'élevage bovin, et sur les prés où il y a les vaches, il y a des arbres fruitiers, et ces arbres fruitiers donnent des fruits, on en fait des alcools. On peut pas tout consommer, donc au lieu de jeter, on les revalorise en alcool qui se tient dans le temps. Toi, t'es pas du Havre, hein? Non, je suis pas du Havre. Donc quand tu nous parles de la ferme familiale, elle est située au plateau de Langres, au-dessus de Dijon. D'accord. Et c'est là-bas que ton père et ton grand-père ont commencé à fabriquer de l'alcool. C'est ça. Et qu'est-ce qu'ils fabriquaient à l'époque? Des eaux de vie de poire, eau de vie de mar, eau de vie de mirabelle, eau de vie, enfin différentes choses qui étaient plus ou moins bonnes, faut l'avouer. Ouais. Le degré d'alcool est moyennement maîtrisé, les coupes, donc la façon de distiller est moyennement maîtrisée aussi, mais ça donne un reflet du terroir aussi, et ce qui est intéressant, quoi. Quel souvenir, toi, tu as petit de vivre dans cet environnement avec ton grand-père, ton père qui faisait ça de leur temps? Alors, c'est des moments de partage. C'est des moments aussi un peu chiants, faut le dire, parce qu'il y a du temps avant que ça s'écoule, et puis il y a du temps aussi pour aller chercher tous les fruits sur les arbres, les récolter, et tout ça. Faut être besogneux. Mais par contre, c'est un plaisir aussi de partager ces moments et puis d'avoir ces souvenirs. Toi, on t'a appris rapidement à faire tout ça. Tu t'es intéressé, toi, à l'époque, à voir ton grand-père et ton père faire?
Alors au début, je me suis pas intéressé, j'avais pas le choix. Ouais. Oui, d'accord. J'avais pas le choix, il fallait venir aider. Et Viens puis, la gamin, on va te montrer. on a besoin d'aide pour aller chercher les fruits, donc maintenant tu viens. Et puis au fur et à mesure, c'est venu avec l'âge aussi, hein, de faire ressortir le terroir, de faire ressortir une histoire. Donc c'est venu aussi avec mon départ de la région, de vouloir continuer à la mettre en avant. Et dans ces souvenirs que tu as de ton enfance et de la création de ces boissons, qu'est-ce que tu gardes? Qu'est-ce qui t'a vraiment marqué de cette époque? Bah et ça l'est toujours, c'est la fierté de sortir un produit. La fierté de mon grand-père, de mon père, de sortir quelque chose issu de leur propre terre et d'avoir un produit concret, donc une bouteille d'eau de vie, et partageable. Et donc la fierté de faire partager ça. Aujourd'hui, c'est ce que tu fais, mais c'est ce que tu n'as pas toujours fait. Non. Voilà, avant tu as eu une autre vie, avant de revenir entre guillemets à tes premiers amours et à l'héritage familial. Raconte-nous ce que tu faisais avant de créer la distillerie de la Seine. Alors déjà, je suis arrivé au Havre pour faire mes études. Je suis arrivé en 2000 pour faire l'ISEL. Ok. Donc l'ISEL, école d'ingénieur en logistique. Donc où là j'ai fait mes études, quoi. Okay. J'ai appris mon métier. Tu connaissais pas du tout le Havre? Je connaissais pas du tout le Havre. Quand je suis arrivé, je me suis demandé ce que je foutais là. Ah voilà, c'était ma prochaine question. Comment justement, quelles étaient ce que tu pensais du Havre quand tu es arrivé? Les premières impressions. Assez froide. Assez froide, assez austère. Dans les années 2000, l'ISEL était déjà là où il est actuellement. Donc il y avait rien. On rappelle à l'époque autour de ce bâtiment, il y avait rien. Les docks, ça n'existait pas. Mais non, il y avait pas grand-chose. Le port de Plaisance n'existait pas en face. Il y avait rien. On a passé une nuit ici. J'étais venu avec mes parents. On s'est fait péter la bagnole. Welcome. Donc non, on était bien reçus. On était bien reçus. Des bons souvenirs de cette arrivée, quoi. Et puis après, j'ai été pris à l'ISEL. Et puis après, les relations, la vie un peu nocturne de temps en temps, ont fait que j'ai apprécié le Havre. Et puis maintenant, j'en suis reparti un petit peu après mes études pour le boulot. J'ai travaillé à Troyes. Et j'y suis revenu. Dans la ville de Troyes. Dans la ville de Troyes. Pas le chiffre. Pas le chiffre, oui. Effectivement. Et qu'est-ce que tu faisais? Quel était ton métier? Mon métier, j'ai fait différents métiers. Donc c'est la logistique. Donc c'est assez vaste la logistique. Donc je faisais du suivi de production, je faisais de l'approvisionnement, donc national ou international, de l'import. Je faisais de l'amélioration de production, donc comment optimiser le process de fabrication pour améliorer la qualité, améliorer les coûts. Je faisais aussi de la vente, donc comment améliorer la satisfaction client. Donc voilà, il y avait différentes... Donc bien différent, différent de ce que tu fais aujourd'hui. Il y en a quand même. Hein. Oui, voilà. Je fais toujours de l'approvisionnement, je fais toujours de la production, je fais toujours de la vente. Il y a quelques points communs, effectivement. Mais qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur, justement, pour te dire, bon, allez, cette vie-là terminée, je reviens à l'héritage familial, aux premiers amours, et je monte ma distillerie? Il y a eu, je pense qu'il y a eu plusieurs... Il y a eu plusieurs éléments déclencheurs. Déjà, des parents qui vieillissent, donc avec une ferme à reprendre. Je suis fils unique, une ferme à reprendre et à mettre en avant. Donc, comment je fais pour la mettre en avant, sachant que la ferme est à 500 km. Donc, la distillerie permettait aussi de la mettre en avant et d'avoir ce lien, et pas l'oublier, quoi. Il y a les enfants, avec pouvoir perpétuer ce savoir et puis pouvoir continuer à mettre en avant encore la région. Et puis, il y a peut-être aussi une lassitude du travail que j'avais, quoi. Est-ce que ça manque de sens? Est-ce que ça a été un manque de sens? On en cherche tous. Oui, du sens. Est-ce que ça a été un long chemin de réflexion ou alors ça a été plutôt assez rapidement une évidence?
Ça faisait longtemps que je réfléchissais à d'autres choses, avec des projets plus ou moins cocasses. Et quand ça devait être une nuit, je pense, hein, quand on a un peu de mal à dormir. Et puis, je me suis dit, mais c'est bien sûr, l'alcool permet de mettre en avant les terroirs, je sais faire, il y a cette histoire familiale, on y va, quoi. On y va. Et pourquoi ici, au Havre ? Parce que tu disais, donc, la ferme familiale est à 500 km. Toi, tu as plus ou moins grandi, en tout cas, en tant que jeune adulte ici au Havre. Donc, il y avait quand même un petit peu... tu étais peut-être tiraillé entre les deux territoires. Oui, après, depuis 2000, j'ai quand même une partie de ma vie qui est ici, quand même. J'aime la ville. Ouais. T'es jamais reparti tu m'as dit Troyes. Ouais, j'ai retravaillé à Troyes, mais toujours en gardant ce lien-là. On venait souvent, etc. Donc après, c'était une évidence de revenir. Ta femme est d'ici ? Ma femme est à côté de Rouen. D'accord, bon, on peut pas être parfait. Pas être parfait. Mais et donc ici au Havre, ça a été voilà, ta vie était ici. Il y avait une histoire à raconter aussi. Oui, il y avait une histoire à raconter. Il y avait et puis j'ai vécu des bons moments ici. Ça a été rapidement une évidence. Et ça n'existait pas aussi ? Non. Il y avait un marché à prendre. Oui, il y a un marché à prendre, même si on consomme souvent des alcools d'un peu partout. Oui. Mais oui, il y avait pas de distillerie au Havre, donc ça a joué. Ça a joué. Ouais, et puis il y a aussi, c'est un peu dans l'air du temps de vouloir aujourd'hui consommer local, boire peut-être local. Et en tout cas ici, c'est vrai que c'est peut-être ça qui manquait. C'est ça aussi qui t'a donné l'idée de faire ça ici. Oui, il y a forcément un côté, business, on va dire, derrière. C'est-à-dire que Le Havre, qui est une ville plus importante où j'habitais de ma région d'origine, donc il y a potentiellement plus de développement à faire. C'est une région touristique quand même qui se développe. Donc la région du Havre et puis la Normandie continuent à se développer. Donc tout ça fait que c'était rapidement une évidence. Quand tu t'es lancé dans ce projet, j'imagine que ta vision du projet, tes envies sont peut-être différentes de ce qui se passe aujourd'hui. Comment t'imaginais tout ça avant de te lancer ? Alors à peu près pareil pour le lancement. Après, j'imaginais une croissance plus rapide. Ouais. Donc voilà, mais on avance pas à pas, et puis on essaye de gérer le maintien de la qualité de nos produits, qui est avec l'augmentation du volume, qui est pas toujours simple. Et j'imaginais pouvoir étendre les produits au national un peu plus rapidement. Mais il y a beaucoup de concurrence, donc il faut essayer de se battre. Après, la Normandie est connue. Le Havre, quand on parle du Havre, les gens sont... à part quand on est à Rouen ou à Caen, mais bon, ça c'est autre chose. Et encore, c'est pour la blague, parce que c'est pas vrai. Non, ça parle aux gens. Ouais, même à l'international. Ah oui, tu sens que les gens sont réceptifs quand on parle d'un de tes produits qui est fait au Havre. Oui, et puis à l'international aussi. Le Havre est souvent une porte d'entrée ou une porte de sortie, et sur la France, mais aussi sur l'Europe. Et Le Havre est connu mondialement, donc ça aide aussi. Ça résonne. Et justement, tu disais même à l'international, où est-ce que tu as senti qu'on était particulièrement réceptif au fait que ça vienne du Havre ? L'Asie. L'Asie, ouais. L'Asie, j'étais à Singapour là, il y a 3 mois. On dit Le Havre. Ah oui, vous êtes directement sur le port. Il n'y a pas de frais d'approche ou de coûts d'approche du port. Enfin, c'est plus simple, quoi. Ah, mais c'est aussi un intérêt économique. Et puis, il y a, même si c'est pas le cas, il y a aussi... Parce que c'est vrai que là, pour le coup, tu n'es vraiment pas loin du port, quoi. Non, je ne suis pas loin du port. Ouais. Et puis, il y a aussi tu peux aller porter toi-même les bouteilles dans les conteneurs, quoi. Ouais, c'est ça. Okay. C'est ça. Et puis les gens se disent, il est au Havre, il doit savoir faire de l'export, il doit savoir maîtriser tout ça. Alors que
pas forcément vrai, on s'appuie sur des gens Oui, compétents, mais il y a des gens compétents autour. En termes légal, administratif, monter une distillerie, faire de l'alcool et le vendre, est-ce que c'est différent que de monter n'importe quelle boîte ou n'importe quel commerce? Est-ce qu'il y a des choses à respecter? Alors, au niveau administratif, non, c'est une boîte normale. Après, il y a un gros sujet quand même, c'est la douane. La douane, ok. on connaît ce sujet aussi forcément ici. Wow. Oui. Non, il y a un gros sujet, c'est la douane, parce qu'on se doit de respecter de respecter tout le cadre légal, au niveau du degré d'alcool dans la bouteille, au niveau du suivi de nos stocks, au niveau des déclarations mensuelles, au niveau du paiement des droits de douane aussi, qui font partie d'une grande partie du prix d'achat d'une bouteille quand même. Sur une bouteille de pastis, on donne quasiment 8 € à la douane. Ah oui, ok, d'accord. Et la TVA s'applique sur les droits de douane, bien sûr, pour le consommateur final. Donc c'est une grosse... c'est le sujet. Ouais. Est-ce que tu le savais déjà avant de monter la distillerie? Et est-ce que des fois c'est pas un peu lourd tout ça? Ah si, c'est lourd. Ouais. Si c'est lourd, après je le savais, mais faut aussi dire les choses. Il y a un cadre qui est assez droit et qui bouge pas. Mais quand j'ai monté la distillerie, ils m'ont aidé quand même. Ouais. Ils m'ont aidé à créer les documents, à bien choisir le lieu, à m'orienter, etc. Ils ont dépensé du temps pour m'aider. Et tout ça, c'est donc un peu drastique. Est-ce qu'il y a des contrôles justement plus poussés sur ce que tu fais, sur ce que tu fabriques, sur ce que tu envoies? Il y a des contrôles. Déjà, il y a le paiement mensuel, donc on doit déclarer tout ce qu'on fait. Là, c'est une déclaration. Il y a un contrôle annuel avec l'inventaire où là, ils contrôlent tout ce qui est rentré, tout ce qui est sorti. Et puis, il y a la possibilité d'avoir des contrôles aussi inopinés ou pas, pour avoir des contrôles de stock. Et puis après, il y a aussi les fraudes aussi qui peuvent venir pour vérifier si par exemple un pastis, parce qu'on l'a eu, le pastis est un vrai pastis, on respecte bien toutes les normes pour l'appellation pastis. Eh bien, tu m'as fait une super transition pour la prochaine question. Parce que pour rappeler tes breuvages, whisky, pastis, vodka, tout ça, c'est labellisé. Oui. On peut pas faire n'importe quoi et appeler ces boissons, whisky, pastis, etc. Comment ça se passe pour obtenir ces labels et est-ce que c'est compliqué? C'est pas spécialement compliqué. On va envoyer un échantillon à la douane qui va valider les choses, mais globalement, c'est quoi? C'est la douane qui valide. Ils doivent avoir un échantillon des différents produits qu'on fabrique et c'est eux qui disent c'est vraiment un gin, c'est vraiment une pastis, c'est vraiment une vodka ou des choses. C'est quoi la réunion à la douane? T'as 3-4 mecs qui prennent l'apéro et qui se disent ça c'est du pastis. J'espère pas. Ouais. De toute façon, je mets toujours une bouteille supplémentaire pour avoir les agréments. Non, c'est sympa. C'est une blague. Mais quand tu me le dis comme ça, moi c'est ce que j'imagine. Là, c'est la douane qui dit tiens, ça c'est du whisky, c'est du. Ah ouais, après il y a des réglementations et puis pour je pensais qu'il y avait une fédération, tu vois, française du pastis qui dit ouais, ça c'est du pastis, ça s'en est pas. Et ils ont la collection de boules. Ouais, exactement. Non, mais après globalement c'est plus simple, c'est assez simple. Ils vont contrôler les choses et puis généralement t'as pas trop de retours, et t'avances. Après t'as les fraudes qui peuvent venir et qui peuvent contrôler le produit. Par exemple, au bout d'une semaine d'ouverture de la distillerie, j'avais un contrôle des fraudes pour le pastis. D'accord. Pour l'appellation pastis, qui doit respecter certains critères, et ils sont venus contrôler la recette. Donc on vient toquer à ta porte, t'es pas au courant? Là, j'avais été mis au courant en avant pour que je sois là. Ouais, évidemment. Et j'ai été mis au courant que c'était mes concurrents aussi. Ah, d'accord. Ça commençait bien. Ça commençait bien. Bienvenue. Tout à l'heure, quand tu m'as fait visiter ta distillerie, tu m'as forcément parlé du whisky, qui ne s'appelle pas whisky pour l'instant chez toi. Raconte-nous un peu cette histoire. Pour l'instant, donc la distillerie existe depuis 3 ans, bientôt 3 ans. Et ça fait 3 ans au mois de juillet. Voilà. Et ton whisky s'appelle toujours Pure Malt. Pourquoi? Parce que pour avoir l'appellation whisky, il faut 3 ans. 3 ans dans un tonneau. Ok. Et donc, nous, on a commencé à distiller le whisky août-septembre 2021. On l'a mis en tonneau le 18 octobre. Ok. C'est précis, parce que on l'attend quand même, la date.
Et donc, à partir de ce 18 octobre, on a commencé le compte à rebours des 3 ans. Et donc, au 18 octobre 2024, le Pure Malt va devenir adulte et va devenir whisky. Dans quelques mois, là, les bouteilles sont prêtes, les étiquettes sont prêtes. Les étiquettes, on bosse dessus. Les bouteilles, ça sera les mêmes qu'actuellement. Et oui, non, on travaille dessus. Oui. Et qu'est-ce qui va changer alors entre ton Pure Malt que tu vends aujourd'hui et le whisky là que tu vas vendre dans quelques semaines? On va avoir le temps. Le temps aura fait son œuvre. Là, aujourd'hui, on est sur un Pure Malt, donc jeune, qui peut être... qui est bon, je ne veux pas délivrer le produit, ça c'est pas dans mon avantage, mais qui peut être un peu agressif, peut-être un petit peu pas trop rond. Là aujourd'hui, on va avoir quelque chose qui a passé du temps en tonneau, qui s'est nourri de l'environnement, de notre environnement, de l'air, où il y a eu des échanges, qui s'est nourri du bois et donc qui est beaucoup plus rond, qui est beaucoup plus tendre. Tu me le disais tout à l'heure, l'environnement dans lequel tu stockes ton futur whisky, c'est important pour toi, parce que ça fait aussi partie de cette histoire locale. Oui, on avait le choix sur le chai de vieillissement de whisky de pouvoir réguler la température, réguler l'hygrométrie. Au-delà du coût, faut dire les choses. Il y avait aussi la volonté de mettre en avant un terroir. Et notre hygrométrie, on l'a bien vu cet été, est importante. Et, oui, il a plu un petit peu cet été. Et puis le temps, il fait pas 50 degrés ici, donc comparé à un vieillissement de whisky ici ou un vieillissement de whisky à Marseille, c'est différent. Il y a des extractions de saveurs différentes, etc. Est-ce que tu sais un peu à quoi il va ressembler là, ton futur whisky? Tu le goûtes un peu déjà Oui, on le goûte de temps en temps. On le goûte on fait une dégustation des tonneaux une fois tous les 3 mois à peu près. Et pour l'instant, tu es plutôt fier de ce que ça va donner? Oui, on est plutôt, même si la maquette est en cours d'élaboration, mais parce que comme je te disais tout à l'heure, mais comme les gens peuvent le découvrir quand ils viennent à la distillerie, c'est des assemblages de plusieurs tonneaux, donc en fonction de l'assemblage, des pourcentages qu'on met de différents tonneaux, on a des goûts différents. Manuel, on va rentrer dans le cadre un peu plus technique maintenant de la création ici de tes boissons. La première chose qu'on voit quand on rentre chez toi, c'est ce qu'il y a derrière toi, ton alambic. Voilà, cette grosse machine qui sert à créer de l'alcool. Alors moi, tu me l'as expliqué, parce que je connaissais pas non plus ce processus. Raconte-nous un peu comment ça se passe justement pour créer de l'alcool. Alors, on a une base d'alcool déjà. Il faut partir d'une base d'alcool, donc qui peut être différente en fonction des produits qu'on fait. La base d'alcool d'un rhum est différente d'une base d'alcool d'un whisky. Et on a une base d'alcool qui part entre 8 et 30-35 degrés d'alcool. Et après, on va la mettre dans l'alambic. L'objectif de l'alambic, c'est de chauffer cette base d'alcool pour concentrer les goûts et concentrer l'alcool. D'accord. Ça chauffe pendant combien de temps ? Ça chauffe 3 heures. Ok. 3 heures, 3-4 heures. Ça va dépendre si on démarre, s'il est froid, s'il est déjà chaud, des produits qu'on fait, etc. Mais globalement, c'est 3-4 heures. Ok. Donc on peut faire 3 distillations par jour. Et une fois que tu as fini de chauffer, comment ça se passe ? On récupère l'alcool au bout. Mais il y a ce système d'évaporation, c'est ça ? Oui, l'évaporation qui reste. Okay. Donc en gros, l'alcool s'évapore, devient vapeur. Il va avoir des échanges avec le cuivre. Il va traverser la colonne qu'on voit peut-être derrière, une colonne où on peut jouer aussi sur les plateaux. Et après, ça passe dans un système qui est froid. Et donc les vapeurs redeviennent à l'état liquide. Et on obtient un alcool concentré. Tu parlais du cuivre, un alambic, c'est toujours en cuivre ? Non, il y en a qui existent en inox. Okay. Aujourd'hui, l'alambic communal, on en revient à l'histoire, était en cuivre. Pour moi, il n'y avait pas de... c'était important alors pour toi, c'était important. Et puis, il est de réputation que les alcools en contact avec le cuivre donnent des... Il y a des réactions chimiques qui vont faire que plus intéressantes. Ok, par rapport à un truc en inox. C'est ça.
À la fin, donc, tu obtiens cet alcool à combien, 80, tu me disais? Ouais, ça peut monter à 80, donc, même à 90. Donc pas forcément buvable Non, non. pour le commun des mortels. Tu m'as dit tout à l'heure, il y en a certains qui ont essayé, qui ont eu des problèmes. C'est ça. Comment on fait après pour faire redescendre ce degré d'alcool et pouvoir créer tes boissons ici? Après, on va mettre de l'eau dedans. De l'eau. Oui, tout simplement. On va mettre de l'eau. On mélange ça avec de l'eau. On mélange ça avec de l'eau. Ok. On mélange ça avec de l'eau. Donc après, il y a des façons de faire. Il y a des. On n'y va pas comme des brutes. Oui. Mais globalement, c'est ça. Et on passe de 80 à 40, 25, 18, enfin au degré souhaité avec de l'eau. La base de tous les produits que tu fais ici passe d'abord par l'alambic. Pas tous. Pas tous. Pas tous. Il y a des choses qu'on va distiller, des choses qu'on va faire macérer. Et par exemple, sur le pastis, on a des produits qui sont très aromatiques. Anis, réglisse. On n'a qu'un alambic. Donc, si on veut pas que notre vodka ait le goût d'anis, on va éviter de le passer dedans. Les choses très marquées, on va éviter. Comme le café, on va éviter. On va faire des macérations. Ah oui, t'as une liqueur de café. Hein. Une liqueur de café. C'est ça. Tu transformes donc cet alcool donc tu disais en whisky, en gin, en vodka. Qu'est-ce que tu as d'autre ici? Il y a plein de choses. Ouais, il y a plein de choses. Il y a whisky, vodka, gin, comme tu disais, pastis. On fait un picon, une sorte d'amer. Ok. Qu'on a appelé loupé aussi parce qu'on a ce côté un peu écolo et responsabilité envers l'environnement. D'accord. Et il s'appelle loupé parce qu'on revalorise les bières loupées. Ok. On connaît les deux brasseries havraises, Saint-Joseph, Normandale, et puis la vraie bière. Eux, quand ils loupent des productions, ils vous les donnent. D'habitude, ils jettent. Là, maintenant, ils donnent. Et on les redistille et ça nous sert de base d'alcool, la fameuse base d'alcool qu'on met dans l'alambic. Ça nous sert de base d'alcool pour en faire un nouveau produit. Et tu nous parlais aussi tout à l'heure de ce fameux pastis. C'est ça. Le pastis, c'est un peu dangereux d'ailleurs de le faire ailleurs qu'à Marseille, non? Oui, après la consommation de pastis dans le Nord est plutôt importante. Plutôt élevée. Ok. Donc, surtout sur les grands noms. Hein, je ne vais pas les citer, je vais pas leur faire. Ils n'ont pas besoin de pub, mais on les connaît bien. Et non, c'était osé. Après, c'était. C'est ce que je voulais dire. C'était osé. Ouais, c'était osé, mais ça a été important parce que c'est ce qui nous a aussi fait connaître. Et aujourd'hui, le pastis distillerie de la Seine, quand les différents bars du Havre nous passent commande, c'est le pastis à vrai. S'il n'y a pas pastis distillerie de la Seine, c'est le pastis à vrai. Et donc les gens se sont appropriés. Est-ce que tu l'as fait déguster à des gens du Sud, ce pastis? Qu'est-ce qu'on en dit? Alors, c'est pas moi directement qui l'ai fait déguster par les gens du Sud. Après, il y a des gens, forcément, on rencontre pas mal de personnes. Mais ce qui a été marrant, c'est au moment du lancement, donc c'était en juillet 2021, donc c'était au début des vacances, et les gens achetaient la bouteille de pastis pour l'emmener dans le Sud. D'accord. Et ils arrivaient avec une bouteille en disant vous voyez ce qu'on fait chez nous? Ils revenaient, je recevais des photos dans le Sud, je recevais plein de choses pour dire il est goûté, il est approuvé par les gens du Sud. Qu'est-ce que ton pastis il a de différent de celui qu'on connaît, qu'on peut acheter un petit peu partout en grande surface? Alors oui, par rapport au grand nom, on va être un peu plus floral. Et pourquoi plus floral? Parce qu'on va encore mettre en avant le terroir, la Seine, à travers des plantes type l'angélique qu'on va utiliser. Tu t'approvisionnes beaucoup ici, dans le coin? Pas que. Par exemple, pour la menthe, on va chercher à Octeville, chez nos amis argentins. Pour le café, c'est chez Duchossois, donc à côté des Halles. Après, on a sorti un gin à la Mirabelle. Les Mirabelles venaient de la ferme familiale. Les plantes, l'angélique, l'ortie, l'estragon pour les gins viennent du long de la Seine, à côté de Troyes et à côté d'Évreux. Voilà, on verrait s'approvisionner. Il y a quand même cette histoire qui longe la Seine. Il doit toujours avoir une histoire autour de la Seine sur tout ce qu'on produit. Et c'est important pour toi de rester justement dans ce cadre et de pas déroger à cette règle? Oui. Oui, après, c'est... L'objectif est de mettre en avant ce terroir, donc on s'y tient pour pas partir dans tous les sens et puis pas perdre le consommateur. Aujourd'hui, si
si on fait un gin aux agrumes, qu'est-ce qu'on raconte je sais pas. Aujourd'hui, on fait une liqueur de café. Pourquoi le café? Parce qu'il y a une grosse histoire du café au Havre. Ah bon? Il y a un rhum en préparation. Pourquoi? Parce qu'il y a une grosse histoire du rhum au Havre. Ouais, effectivement. Donc voilà. Tous les produits que tu fais sont réfléchis de cette manière. Toujours. Voilà, quels sont, je veux dire, ton petit cahier des charges que tu as dans la tête pour avant de te lancer dans la création d'une boisson? C'est produit déjà fabrication ici, donc soit à travers la distillation, des macérations, des vieillissements. Déjà, c'est le cahier des charges. Et puis après, qu'est-ce qu'on raconte à nos consommateurs? Pour toi, le storytelling est aussi important que le produit. Oui, on raconte. En plus, on a encore plus marqué sur les bouteilles. On a mis 777 qui correspond au nombre de kilomètres de la Seine. Okay. Donc on se doit de raconter tout ça. Est-ce que tu sens que tes consommateurs sont sensibles aussi à cette histoire? Oui. Oui, quand on fait les visites dégustation ici, on fait entre 3 et 5 dégustations par mois ici. On parle des produits, mais souvent la question arrive, et vous, quelle est l'histoire de la distillerie, etc. Donc ils cherchent... on raconte cette histoire de la Seine. Souvent, effectivement, l'alcool a une histoire. Et toi, c'est aussi ça qui a été important pour toi. C'est ça. Mettre en avant, ça a été la base de la création. On en parlait tout à l'heure. Ça a été de mettre en avant les deux régions, mes deux régions qui me sont chères. Donc la Normandie et la Haute-Marne, Bourgogne. Et la Seine fait le trait d'union entre les deux. Donc voilà. Combien tu as de produits ici? Combien tu vends de produits? Je sais même plus. 13. 13. Okay. Est-ce qu'il y a un produit phare? Est-ce qu'il y a un produit que tu aimes particulièrement, celui auquel tu es un peu plus attaché peut-être que les autres? Forcément, les trois premiers qui sont sortis, donc vodka, gin et pastis, sont chers parce que ça a été fruit d'une longue réflexion, et puis après le reste en a découlé. Après, je suis content aussi des 2 liqueurs qu'on a sortis, liqueur de menthe, liqueur de café, où là on vient chercher des collaborations avec des personnes, tout comme le loupé, où là c'était des revalorisations, etc. À partir du moment où il y a des collaborations, c'est sympa. Comment ça se mûrit, cette réflexion de la création d'une nouvelle boisson? Est-ce que c'est tiens, j'ai envie de faire ci, alors j'y vais, ou alors c'est parfois un peu le hasard qui frappe à ta porte? Il y a des rencontres. Ouais, c'est souvent des rencontres. C'est souvent des rencontres, des besoins. C'est souvent des échanges, parce que c'est tout seul dans son bureau, on n'invente pas grand-chose. Ouais. C'est en naviguant un petit peu, en échangeant, et on trouve des choses. Donc tu disais 13 produits que tu vends aux particuliers, mais que tu vends aussi aux professionnels. Tu parlais tout à l'heure des bars, des restaurants. Avec qui tu travailles? Bon, sans forcément nous donner les noms, mais j'imagine que tu travailles déjà pas mal ici au Havre. Et tu nous disais Singapour. Où est-ce qu'on peut retrouver les bouteilles de la distillerie La Seine? Alors du coup, au Havre, dans les 13 produits, il y a 2 gammes. Okay. Il y a une gamme, donc la gamme 777, qui est orientée caviste, épicerie fine, bar, restaurant, hôtel, etc. Okay. Et puis il y a une autre gamme à l'ouest. Donc là encore, l'idée de mettre en avant la région, qui est sur un autre visuel, etc. Avec des cocktails prêts à boire, des cocktails tout faits. D'accord. Où là, il y a juste 2 glaçons à mettre et c'est servi. Et là, qui sont en grande surface. Ok, donc un peu partout. Un peu partout. Donc oui, pour répondre à la question, pardon, j'ai pas répondu à la question. Je vais te disputer, attention. On est présent au Havre, on est présent beaucoup en Normandie aussi. Donc haute et basse, de Cherbourg jusqu'à Évreux, grossièrement. On est présent un petit peu en France, région parisienne et autres régions. Et après, à l'export, on exporte au Mexique. On exporte dans le pourtour de la France, donc Belgique, Allemagne, Autriche, Suisse. Ok, limitrophe. Limitrophe. Et puis un peu l'Asie où on essaie de développer et on a une première commande. Est-ce qu'il y a un marché particulièrement que tu aimerais avoir? L'Asie. L'Asie, ouais. L'Asie, Alors, je ne sais pas, est-ce que c'est...
Il y a peut-être une histoire derrière. J'ai acheté des choses en Asie, j'aimerais D'accord. bien leur vendre des choses. Ok. Ok, pourquoi pas. Et donc Singapour, c'est un rendez-vous qui s'est bien passé? Oui, super. Ouais. Super, très bon accueil. La France et Le Havre sont hyper cotés. Donc, non, super accueil. Et puis une bonne expérience. Là, ça fait donc un peu plus de 3 ans que cette distillerie existe. Il y a eu beaucoup de chemin parcouru en si peu de temps, même si tu pensais que ça irait plus vite. Ouais. Quand tu te poses un petit peu aujourd'hui, que tu regardes dans le rétro, qu'est-ce que tu vois, quel bilan tu fais de ces 3 années déjà? Le bilan, c'est la constitution d'un socle qui est solide, donc à travers les équipes, Ouais. à travers les produits, à travers notre clientèle qui est fidèle, à travers nos partenaires qui nous accompagnent et qui mettent en avant les produits. Je pense à Caviste au Havre, à Montivilliers, enfin un peu partout, qui présentent nos produits et qui nous mettent bien en avant. Et ça, j'en profite, je les remercie. Et donc voilà, toute cette constitution du socle-là est hyper importante et ça permet d'avancer. On se dit qu'il aura du mal à s'effriter. Tu parlais du socle équipe. J'ai vu en arrivant ici que tu ne travailles pas tout seul. Oui. Voilà, il y a quelques personnes. Parle-nous un peu de ces gens qui travaillent avec toi et raconte-nous un peu ce qu'ils font et en quoi ils sont importants pour la distillerie. Ils sont importants au quotidien, Ouais. sur la création du produit, sur la production, sur les idées, sur le développement, etc. Donc, il y a Anthony qui est là depuis... que je vois derrière d'ailleurs. Celui qui fait partie des murs. Qui fait partie des D'accord. murs. Qui fait partie des murs et qui... il fait multitâche. Multitâche, commerce, événements. C'est une bête en événements. Ok. Production. On a quand même embouteillé quelques bouteilles ensemble. Bouchonné quelques bouteilles. Et au début à la main et puis après un peu plus automatisé. Avec qui on n'a pas eu trop de différends, mais avec qui on échange de manière claire et sincère. Et sincère, donc ce qui permet d'avancer. Des fois, on n'est pas d'accord. Ça arrive. Mais ça arrive, mais globalement, à la fin, on trouve un accord pour avancer et puis faire adhérer et puis avancer comme ça. Après, on a Inès qui s'occupe des réseaux sociaux et puis de la partie référencement événements. On a Maël qui est en alternance qui s'occupe de la Basse-Normandie et de la Bretagne en développement commercial. On a Thomas qui est sur la région parisienne. Donc voilà. Puis après, il y a moi. Quelle fine équipe. Quels sont les projets là, comment tu vois l'avenir pour la distillerie de la Seine, les projets à court moyen terme? À court terme, déjà, il y a le whisky. Ah, ça on en revient. C'est très important. Et on en revient, c'est quand même quelque chose qui mûrit depuis des années, depuis le début. Donc, t'es impatient là? Ouais, je suis impatient à 2 titres. Parce que ça donne encore plus de socle à la distillerie. C'est quelque chose qui met en avant le terroir, mais qui donne une histoire aussi. Parce que ça fait déjà 3 ans. Ou que 3 ans. Et puis impatient aussi au niveau financier. Ouais. Parce que il y a quand même du liquide qui dort et voilà, donc autant qu'il sorte. Et après, il y a un rhum qui va arriver. Ok, un nouveau. Donc aujourd'hui, on ne fait pas de rhum. Tout le monde nous en demande. On va être clair. Au Havre, il faut du rhum. Ouais. Donc Bah oui, c'est encore ce lien aussi qu'a la ville. Oui, avec les Antilles. et puis la ville est ouverte vers le monde. Donc on veut, à travers ce rhum, on veut mettre en avant l'histoire du Havre. Donc cette ouverture vers le monde et donc avec des rhums un peu partout. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de rhums sur le marché. On va être assez innovant. Et voilà, vous en saurez plus. Qu'est-ce que tu as le droit de nous dire un peu sur ce rhum sans forcément dévoiler la Non, couleur? ce sera différentes origines du monde. D'accord, donc bientôt... Vraiment l'ouverture vers le monde. Bientôt le rhum à la distillerie de et la à long Seine. terme, et à long terme, c'est le déménagement, le développement d'une belle distillerie visitable et qui soit ouverte à tout le monde.
L'objectif, c'est que la distillerie soit la distillerie des Havrais, quoi. C'est important pour toi justement de partager ton métier, ta passion et ce que tu fais. Ah oui, on est content de voir du monde venir. Ouais. Au-delà des ventes. Ouais. Mais on est content de partager. Tu vois, comme je te faisais la visite tout à l'heure, on est content de faire découvrir, de raconter l'histoire, aussi de se nourrir des gens qui nous disent ce produit-là, il est super bon, ou celui-là est moins bon, j'aime moins. Ils disent pas qu'il est moins, ils disent j'aime moins. Ouais, ils sont sympas. Ils sont sympas, mais on les prend volontiers, les critiques. Et ça nous permet d'avancer. Et ici, tu as beaucoup de passages. De plus en plus. Ouais. Après, on est un peu paumé, faut le dire. Un peu excentré. On n'est pas si loin, mais on est loin. Donc, dans les anciens abattoirs. Donc, et puis ça reste un peu mystérieux pour la majorité des personnes. Ouais. Les gens passent devant pour aller sur le port, mais ça s'arrête pas, quoi. Et quand tu parlais de déménagement, c'est pour potentiellement revenir peut-être plus proche du centre-ville ou... Ça va dépendre des opportunités immobilières. Aujourd'hui, c'est un peu tôt pour en parler. Il y a un développement à faire et une sécurisation financière, on va dire. Mais le projet, il est de développer une distillerie. Alors plus proche, mais en tout cas plus visible. Ouais. Manuel, on arrive à la fin de cet épisode. Il y a une question que je pose à tous mes invités. Cette question, la voici, cher Manuel. Tu réponds comme tu veux. Tu me fais une grande tirade ou très rapide. Manuel, pour toi, le Havre, ça représente quoi ? C'est pas facile. Hein. Le Havre, ça représente. Il y a déjà un côté personnel. Ouais. Ça représente mes potes, ça représente mes études, ça représente. J'aurais dû mettre la famille en premier. je vais me faire engueuler. Non, ça représente tout un socle familial et amical, donc qui est quand même important dans tout ce qu'on doit faire, d'être supporté, que ce soit à travers la distillerie ou à travers tous les moments de la vie. Ça représente des moments de vie et puis ça représente une ville qui est en mouvement perpétuel. Elle a été transformée depuis que je suis arrivé. Elle a été transformée. Alors peut-être parce que j'en suis fier, parce que je la valorise, parce que je vois tous les différents changements. Et puis on en parle à longueur de journée. Au Havre ici quand les gens viennent, mais aussi quand on part à l'extérieur. À l'étranger ou juste en Basse-Normandie. Donc, non, ça représente tout ça. Merci beaucoup, merci. Manuel Bouvier, donc fondateur de la distillerie de la Seine. Il l'a dit, vous pouvez venir passer, lui rendre visite, à lui et à son équipe, venir aussi déguster tous les produits, pourquoi pas en acheter aussi un de temps en temps. Voilà, en tout cas, merci Manuel, merci à vous d'avoir écouté cet épisode et puis on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode dans le Pod Yaourt. Ciao. Merci.